Bonsoir. Je suis donc Sylvie Federbe et je suis cancéreuse depuis 12 ans. Donc, je suis une patiente qui a un long parcours de soins. Je voudrais dire en préambule, avant de commencer à vous raconter ce parcours qui date de 12 ans et qui est encore actif et qui s'est fait avec et sans soins de support, que je suis en vie aujourd'hui, je suis bien en vie, que je suis bien soignée là où je suis soignée à Paris, dans un centre Unicancer, le centre Marie Curie, Ulm, donc celui qui est au centre de Paris. J'y suis très très bien soignée parce que on pourrait penser avec ce que je vais raconter que ça ne va pas, mais ça va. Ce que je vais raconter, c'est tous les petits points d'achoppement qui font que ça pourrait être amélioré. Voilà, et ce centre s'occupe de moi depuis 12 ans et j'y suis super bien soignée puisque je suis très en forme, très en vie. J'ai été diagnostiquée en 2007 d'un léomyosarcome qui s'en est pris au muscle de mon utérus. J'ai récidivé 3 fois à différents moments avec des métastases au poumon. Donc un léomyosarcome, je vais pas vous le faire médical parce que je suis pas médecin, c'est un sarcome des tissus de soutien ou tissus mous. Voilà, donc le diagnostic a été posé après une hystérectomie pour une cause a priori tout à fait usuelle, d'un fibrome, j'avais 49 ans, d'un fibrome qui était incommodant. Donc on a choisi, la gynécologue ma gynécologue m'a recommandé d'aller me faire opérer puisqu'il m'incommodait. Donc je vais dans un autre hôpital que Curie. Je ne suis pas encore prise en charge par Curie. Là, je suis dans un autre hôpital de la PHP. L'hystérectomie se passe mal puisque je sors de l'hôpital après une dialyse en urgence, quelques jours de réanimation, une poche urinaire sur chacune de mes cuisses et un diagnostic de léomyosarcome jeté à la figure comme s'il s'agissait de quelque chose de sale dont le chirurgien qui est venu me l'annoncer, il fallait vite qu'il s'en débarrasse. Et qui s'est enfui de ma chambre dès que moi j'ai eu prononcé le mot cancer en lui demandant si le léomyobidule là dont il me parlait c'était un cancer. J'avais bien entendu sarcome. Le sarcome, ça résonnait loin dans ma tête, cancer. Et il m'a dit que oui, c'était bien ça, un cancer, mais qu'on avait fait le principal, que j'avais été opérée, que je n'avais plus à m'en faire. Merci, au revoir. Boum. Donc j'ai été comme, je crois, toutes les personnes à qui on annonce la mauvaise nouvelle du cancer. J'ai été sidérée, estomaquée, je me voyais morte. En plus, je me voyais mourir dans des affreuses souffrances parce que toute la mythologie qui tourne et qui est une réalité aussi, mais autour du cancer et de ses soins, eh bien, elle était très présente dans ma tête et donc elle est venue là violemment. Voilà. Lors d'une consultation suivante, il m'a été proposé par ce même chirurgien sur le pas de la porte de son bureau la chose suivante. J'aurais pu vous proposer de voir un psy, non? Oui, je savais pas quoi répondre. Il venait de m'annoncer tout ce qu'on annonce, la réaffirmation du diagnostic. Il m'avait annoncé la liste des effets des soins, les effets terrifiants, les effets secondaires terrifiants. Il m'avait donné une pile d'ordonnances Comac, des flyers d'information, en veux-tu en voilà. Enfin bref, je me sentais comme emprisonnée dans un tunnel duquel je pouvais pas sortir. Et vraiment la question du psy qui a été mal posée, enfin de l'aide psychologique qui a été mal posée puisqu'elle était posée vraiment à l'emporte-pièce, j'étais pas tout à fait capable d'y répondre à ce moment-là. Mais aujourd'hui et longtemps après, je me rends compte que oui, peut-être pas ce jour même, mais quelques jours après, une fois que j'avais commencé un petit peu à réaliser ce qui m'arrivait, oui, cette aide m'aurait été nécessaire. Et ça aurait été beaucoup plus simple pour moi et beaucoup moins douloureux, beaucoup moins angoissant peut-être. Je dis moins angoissant, je ne dis pas plus angoissant, moins angoissant de pouvoir avoir recours à un psy tout de suite, enfin à un soutien de cet ordre-là. Je passe 3 mois avec le diagnostic de cancer sans pouvoir le soigner parce qu'il faut avant qu'on puisse me soigner le cancer, avec d'autres soins que l'exérèse, il faut qu'on me reconnecte ma vessie à mes reins. Donc je vis pendant 3 mois avec une angoisse sourde qui est de me dire que mon cancer peut-être progresse pendant ces 3 mois parce que j'ai aucun soin. Alors je ne sais pas si c'est médicalement juste, mais peu importe. Moi, mon angoisse, elle est celle-là. Et pendant 3 mois, mon cancer progresse. J'avais un cancer dans l'utérus et je me retrouvais avec un cancer partout. Même si c'est pas ce qui s'est passé immédiatement, mais en tous les cas, c'était mon angoisse. Et pareil, la seule façon de lutter contre l'angoisse, aussi bien prescrit par mon médecin généraliste
que par l'oncologue à Curie que j'avais commencé à aller voir, c'était de me donner des anxiolytiques et des antidépresseurs et des somnifères pour dormir, et voilà. Donc il y avait toute une panoplie de médicaments qui m'ont été nécessaires, qui m'ont été utiles, mais qui n'étaient pas suffisants, je pense. En tous les cas, au terme de cette toute première étape, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sans consultation d'annonce, et a fortiori sans parcours de soins, parce que moi, je ne l'ai pas eu comme il existe ici et comme j'ai pu l'observer durant mon stage, sans parcours et sans annonce, eh ben, on n'a pas d'entrée dans les soins de support. Et je suis sûre qu'à Curie, il y en a, j'en suis même certaine. Je connais d'autres patientes qui ont eu une consultation d'annonce, qui ont donc eu accès aux soins de support. Mais moi, sans consultation d'annonce, pas d'accès aux soins de support. Donc, 12 ans plus tard, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, après 3 récidives, j'ai toujours pas vu la couleur d'une consultation d'annonce. Alors, je suis dans un cancer qui est rare, il y en a pas tant que ça, enfin quand même. Je veux dire, si on sait faire des consultations d'annonce pour le sein ou pour d'autres cancers, on doit savoir le faire, même pour un léonosarcome, me semble-t-il. Voilà, donc voilà, pas de soins de support. Durant 3 mois, donc j'ai vécu avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, et voilà, j'ai été me faire soigner, j'ai subi une radiothérapie. Une fois que mes reins ont été reconnectés à mes vessies, j'ai subi une radiothérapie, 35 séances, à raison d'une séance chaque jour de la semaine. Et là, premier soin de support, la crème homéopathique au calendula pour soulager les brûlures. Alors, c'est rien, ça paraît ridicule, mais ça m'a aidé, ça m'a soulagé. Et si j'ai cette crème, c'est parce que j'ai une copine au boulot qui a eu un cancer du sein des années auparavant et qui s'en est servie et qui m'a dit, tu devrais, voilà. Donc, la débrouille pour avoir quelque chose qui m'aide un peu à juste avoir moins mal, à juste moins ressentir la brûlure. Donc, je vois pourtant en consultation toutes les semaines un radiothérapeute, hein, puisque c'est ainsi que ça se passait. Il ne me propose aucune solution pour me soulager la fatigue et la brûlure. Je lui dis que je suis fatiguée. Je lui dis, puisqu'à un moment donné, je viens même négocier comme au souk avec lui en disant, moi, je veux arrêter, je suis trop fatiguée, ça me fatigue trop. Et il me dit qu'on peut pas s'arrêter comme ça, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais en tous les cas, il ne réagit pas à ce que je lui dis sur la fatigue. Il ne me dit pas, écoutez, pour la fatigue, allez voir Pierre, Paul, Jacques, je ne sais pas où, peut-être des tas de choses, je ne sais même pas si je savais pas que ça existe, ni un psy, ni rien, hein, voilà. Donc cette même copine qui voit que je suis fatiguée, qui me suit un peu, qui m'accompagne un peu dans ce parcours, me dit qu'elle a eu recours à la fasciathérapie. Alors je me dis pourquoi pas, allons-y. Donc je vais voir une fasciathérapeute, donc c'est une espèce d'ostéopathe, mais pour les fascias. Je vais la voir 1 à 2 fois par semaine. Ça me soulage, ça m'aide. J'arrive à mieux me détendre, à dormir mieux, à donc avoir un meilleur moral, donc à mieux envisager les soins, donc à mieux les supporter. C'est quand même très important tout ça, hein, de mieux vivre les choses pour mieux les supporter et au final, mieux être soigné. Mieux supporter les soins, c'est mieux être soigné. Alors, ces soins qui ne sont pas pris en charge ni par la caisse primaire d'assurance maladie, ni par ma mutuelle, m'ont coûté en 2 mois 1 500 € à peu près, entre 1 000 et 1 500 €. Donc, ils sont pas très accessibles. Alors, d'accord, c'est à Paris. D'accord, la fasciathérapeute, elle est hors de prix. Et d'accord, j'en ai pas cherché d'autres de moins chères, mais j'étais ni en état d'en trouver une de moins chère. J'étais trop fatiguée, je manquais d'énergie. Et en tous les cas, celle-là, j'avais confiance en elle et elle me rendait sa confiance. Ce qui est très important aussi, je pense, pour ce type de soins. Donc, pendant 5 ans, je vais en surveillance trimestrielle. Donc, j'ai une observance qui est extrêmement lourde, extrêmement contraignante, extrêmement chargée psychologiquement. Et j'ai regardé mon dossier médical que je me suis procuré, hein, comme tous les patients peuvent le faire. Et il ne figure sur aucun des comptes rendus de ces 5 années multipliées par 4 visites par an à l'Institut Curie, aucune invitation à aller consulter ou une information sur les soins de support que propose l'Institut. Ça ne m'a jamais été proposé. Alors, j'ai plutôt un profil qui a l'air costaud comme ça, qui parle, qui pose des questions. Néanmoins, quand on est malade, on a beau avoir l'air comme ça, on est vulnérable et ça m'aurait rudement aidé si on m'en avait proposé.
au lieu de moi me débrouiller dans Paris pour en trouver. Alors j'en ai trouvé, j'en ai trouvé, mais ça me paraît moins fiable que les soins de support proposés par l'hôpital. Ça m'est paru difficile en tous les cas. Alors moi j'ai fréquenté un psy que je fréquente toujours d'ailleurs, puisque ne plus être malade ne veut pas forcément dire être sorti du cancer. Et le cancer nous suit longtemps, une fois que nous sommes en rémission, en survie ou en vie. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas simple d'en sortir. Le rétablissement est quelque chose de difficile et cette psy m'y aide. Et puis, j'ai fréquenté aussi un groupe de parole, mais un peu plus tard. Et c'est toujours par la débrouille que je l'ai trouvé. Une copine aux Alcooliques Anonymes qui m'a dit « Mais tu sais, quand même, tu me racontes des choses qui sont lourdes. Nous, aux Alcooliques Anonymes, la thérapie de groupe, le groupe de parole, c'est bien. Tu devrais essayer d'y aller. Il doit y en avoir dans Paris, etc. » Donc, à moi de le trouver. Alors, je l'ai trouvé. C'est pas si compliqué que ça à trouver, mais je l'ai trouvé à la Ligue contre le cancer, au Comité de Paris. Alors, je vais vous raconter quand même une anecdote parce qu'elle est quand même croustillante. En 2012, on me diagnostique une métastase au poumon et on me demande, la prescription, c'est d'aller me faire opérer pour me faire enlever cette métastase. Et donc j'y vais, je rencontre le chirurgien dans un grand centre de la banlieue parisienne. Je rencontre le chirurgien qui me dit alors votre cancer. Et je lui dis ah bon, c'est un cancer au poumon. Et dans ma tête, c'est le cancer du poumon du fumeur. Et là, il me lance, mais avec la voix de fumeuse que vous avez, il fallait pas vous étonner de ce qui vous arrive. Alors c'est sûr, il avait raison. Moi, j'ai été une grosse fumeuse, sauf que j'ai pas le cancer du poumon du fumeur. J'ai un autre cancer qui est peut-être dû à une mauvaise hygiène de vie. Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Mais en tous les cas, ce qu'il m'a dit m'a culpabilisé. Le choix de ces mots a été extrêmement lourd, extrêmement violent pour moi. Et je crois qu'aussi le choix des mots, ça fait partie des soins de support. Alors c'est pas des soins de support tels que dans les paniers, mais le choix des mots par les praticiens, c'est aussi prendre grand soin du malade. Et on peut pas dire ça à un malade, même si c'est vrai. Des fois la vérité, elle est pas bonne à dire, et puis des fois la réalité, elle est pas là. Et puis de toute façon, un médecin n'a pas à juger de ma vie, et je n'ai pas à juger de sa vie, au demeurant. Voilà. Donc, je vais toujours, moi, voir mon psy en ville, à raison d'une fois par semaine. Et puis, je fréquente ce groupe de parole à la Ligue contre le cancer, qui m'a été suggéré par cet ami. Alors, ce groupe de parole, il a été pour moi d'un soutien assez inattendu, parce que je suis allée un petit peu à reculons, en me disant, oh là là, on va se retrouver entre malades, on va geindre ensemble. Eh ben, pas du tout. L'entre-soi, parce que nous ne sommes dans ce groupe de parole qu'entre personnes malades, nous autorise à dire nos peurs, nos joies, à décrire des situations que l'on vit, des envies, des besoins incompréhensibles pour qui n'est pas patient, pour qui n'est pas malade du cancer. Et puis nous échangeons nos savoir-faire, car ben oui, nous avons, nous malades, des savoir-faire spécifiques qui se mettent en place pendant qu'on est malade. Et nos trucs et nos combines, eh ben, ça nous permet de mieux supporter les effets secondaires. On met en œuvre beaucoup de choses pour mieux supporter les traitements. Et en fait, c'est là que je l'ai appris. Et durant ces échanges, je me rends compte que mes angoisses ne sont pas isolées, elles sont même assez classiques et qu'on est dans le groupe de parole, les 13 ou 14 patients qui sont là, mais on a les mêmes angoisses, même si elles s'expriment différemment, c'est les mêmes choses qui nous angoissent. Et ça a été vraiment pour moi un espace de libération de la parole, ça a été un espace de réconfort et ça a été un vrai lieu de soutien. Et ça a été aussi la fin d'une espèce de solitude, c'est-à-dire que je peux avoir recours à ce groupe de parole pour être moins seule dans ma maladie. Donc, au terme de cette deuxième étape, pour ce qui concerne les soins de support, donc crème homéopathique, fasciathérapie, psy, groupe de parole, pour moi, ça a été la débrouille. Ça a été les combines, les copines, les autres malades qui m'ont aidé et orienté vers des soins de support qu'elles avaient éprouvés. Et voilà. Et donc, je n'ai jamais été orientée par mon institut vers là. La troisième étape, c'est encore dans cet hôpital parisien, c'est une très mauvaise gestion de mon stress de la part de l'hôpital. Donc en 2014, on me diagnostique une deuxième métastase, toujours au même endroit du poumon. Et la prescription, c'est de me faire opérer, toujours dans ce même hôpital, un hôpital très réputé. Et
Et là, j'ai vécu quelque chose, une très 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 mauvaise prise en charge de mon stress préopératoire. Et j'y pense là, parce que j'ai révisé le parcours. Je pense que s'il y avait eu un parcours pour moi, enfin pour moi, pour la malade et les malades que je suis, je n'aurais pas forcément réagi comme ça à ce qui m'est arrivé. Je suis partie au bloc. Et au bloc, quand je suis arrivée, d'abord j'ai attendu très longtemps dans ma chambre. Bon, ça, on le sait, hein, qu'il y a un tour, voilà. Mais très longtemps. Donc j'étais lavée à la bétadine, j'avais pris les 2 Xanax, enfin bon, voilà. Et puis j'attendais, évidemment, mon petit vélo dans la tête, il s'est mis à pédaler très très vite. J'ai fait 10 fois le Tour de France, je l'ai pas gagné. Et je suis arrivée au bloc tendue, vraiment très tendue. Et là, on a voulu me piquer sur ici, pour m'anesthésier. Et je l'ai refusé. Et l'anesthésiste qui était là m'a dit, mais pourquoi vous le refusez? Je dis, ça fait mal, puis je veux pas. Enfin, j'aurais choisi n'importe quel prétexte, je pense, hein, pour ne pas subir cette opération. Et la médecin anesthésiste qui était là, qui était une jeune femme, m'a dit, mais vous savez, vous pouvez aussi choisir de ne pas vous faire opérer. Et elle me l'a dit comme une provocation, en fait, parce que je la provoquais aussi. Elle a répondu qu'une provocation. Eh bien, ni une ni deux, j'ai choisi sa recommandation. Et donc, j'ai descendu de la table avec ma petite blouse et je suis partie. J'ai pu voir comme ça qu'un bloc opératoire, c'était pas seulement une salle, mais qu'il y avait plein de bureaux. Je n'en avais jamais visité. Donc voilà, je me suis retrouvée, en train de me balader, complètement stressée, récupérée par des infirmiers quand même. Enfin, je m'en pas laissé quand même errer comme ça à l'hôpital. On m'a remis sur un brancard, on m'a remonté dans ma chambre et là, la cadre infirmière a accepté que je rentre chez moi parce que je ne voulais plus me faire soigner du tout. A accepté que je rentre chez moi, mais elle y a mis quelques conditions. Elle a voulu parler à quelqu'un qui était chez moi, qui pouvait m'accueillir. Elle a voulu être sûre que que quelqu'un vienne me chercher et elle a téléphoné à mon médecin généraliste pour expliquer ce qui se passait. C'est la seule fois où comme ça quelqu'un a pris en charge, mais je pense que c'était dans un tel désarroi que tout le monde a flippé en fait. Voilà. Ce que je trouve, alors je suis revenue 15 jours plus tard à l'hôpital. Mes proches, mes aidants m'ont convaincu qu'il fallait que je me fasse soigner. J'ai pas été très difficile à convaincre. J'y suis retournée, j'ai rencontré une anesthésiste, une autre, et le même chirurgien qui quand même là ont été alertés. Ils m'ont donné moult Xanax, moult bidule, machin, pour que je sois à moitié stone en arrivant au bloc, pour plus voilà. Et je me suis fait opérer, je me suis fait très bien opérer. Il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu de pneumothorax, enfin bref, impeccable. Simplement, on ne m'a jamais, ni l'anesthésiste ni le chir, alors c'est pas tellement leur job, mais quand même, ils voient un patient qui s'enfuit en courant du bloc, il y a un souci, quoi. Il y a quand même un souci. Bon, on m'a pas proposé d'aide, on m'a pas demandé si je voulais voir un psy, si je voulais voir quelqu'un pour m'apaiser, non, rien. Je suis repartie comme ça. Après mon opération, je suis rentrée chez moi. Ça a été signalé à Curie, bien évidemment. À Curie, on m'a rien proposé. Voilà, alors je suis retournée voir ma psy, moi. J'ai continué à voir ma psy et mon groupe de parole, mais voilà, j'étais encore étonnée aujourd'hui que rien ne m'ait été proposé. Voilà. Donc, lors de la première consultation post-opératoire, je me suis excusée auprès du chirurgien parce que je pensais que j'avais foutu un petit bordel dans son bloc quand même ce jour-là. Et je me suis excusée auprès du chirurgien et j'attends toujours à ce jour des excuses, non pas de la médecin anesthésiste qui était peut-être de mauvaise humeur ce jour-là. Et après tout, ça arrive dans tous les métiers, dans toutes les professions, même si là, c'était pas très très malin. Mais enfin bon, moi je peux le comprendre et on peut le comprendre, mais juste s'excuser et s'expliquer, c'est pas mal aussi. Et ça m'est toujours pas arrivé. Moi, j'ai présenté des excuses, mais j'attends toujours de cette institution hospitalière des excuses qui n'arriveront jamais. Je ne sais pas, je pense que c'est un petit peu culturel. Dans des tas de métiers, on s'excuse quand on fait des bourdes, mais à l'hôpital, on s'excuse pas beaucoup. Et je trouve ça dommage. Je pense que ça fait aussi partie des soins quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, de présenter des excuses aux patients, au minimum des explications. 2016, 3e métastase du sarcome au poumon et avec là une tumeur à la cheville droite dont la biopsie dit que c'est aussi du sarcome. Donc là, j'attaque un soin que je ne connaissais pas encore, qui est la chimiothérapie, une chimiothérapie de 6 mois avec une hospitalisation de 3 jours à chaque cure. Alors, je supporte bien la première cure, la deuxième cure
je commence à être un peu naze. Et à la 3e cure, ça va plus du tout. Je suis fatiguée, j'ai perdu beaucoup de poids. Et l'oncologue me fait changer de protocole. Et je vais vivre 2 autres cures, mais en chimiothérapie 2 jours. Donc avec des plus du tout, enfin un des produits qui a été sorti. Et voilà, parce que je supportais mal la chimiothérapie, je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Ça aussi, je me suis entendu dire que je ne faisais pas beaucoup d'efforts. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que je voulais plus avoir affaire à cet oncologue, parce que vraiment, dire à quelqu'un, une patiente en chimiothérapie, qu'elle fait pas beaucoup d'efforts, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut rien dire. Parce qu'on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a comme force, comme réserve, comme envie de s'en sortir, comme envie de guérir, comme voilà. Et puis on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes énergies, mais chaque patient fait ce qu'il peut. Voilà, donc je le redis, hein, les mots choisis. Alors peut-être qu'elle était agacée, peut-être qu'elle n'a pas vraiment dit ça, mais en tous les cas, moi j'ai entendu ça. Et ça résonne encore aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pas faire des efforts quand on est en chimiothérapie? Je comprenais pas ce que ça voulait dire, je le comprends toujours pas. Hein. Voilà, donc la métastase au poumon, elle diminue sous l'effet de la chimiothérapie et on me fera une radiologie fréquentielle, voilà, mais pas, on me les brûlera, on me les, enfin bref, voilà, un des soins qui est proposé ici, hein, qui était assez neuf aussi à Curie, j'imagine, et c'est beaucoup moins invasif qu'une opération, c'est, on en redemanderait presque, hein, mais on n'en redemande pas, mais enfin franchement, la radiologie interventionnelle, moi j'ai trouvé ça super par rapport aux opérations. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont fait déjà opérer du poumon, c'est lourd, hein, une opération du poumon. Là, c'est une sonde sous anesthésie générale, donc il n'y a pas de cicatrice, c'est une piqûre en fait, et puis tout s'est très bien passé. Voilà, pour ce qui est de la tumeur à la cheville, j'ai eu une opération en hôpital de jour, dans un autre hôpital que Curie, pour ce que l'on pensait être, après une biopsie hein, en amont des soins, une tumeur de l'hémiosarcome, mais qui s'est avérée n'être qu'un schwannome, qui est une tumeur bénigne. Donc il y a eu une erreur de diagnostic à la biopsie. Encore une fois, je peux le comprendre. Je pense que la médecine n'est pas une science exacte. Et je pense que l'erreur, elle est humaine. Mais encore une fois, si je n'avais pas demandé d'explication à mon oncologue, si j'avais pas insisté au cours des consultations pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi on s'est trompé à la biopsie, je n'aurais pas eu d'explication. Et même si les explications que j'ai reçues ne me satisfont pas, je les ai demandées, on me les a données. Mais elles ne sont pas notées sur les comptes rendus de consultation en ma possession. Voilà. Et alors, des excuses, je n'en parle même pas. Voilà. Donc, durant ces mois de chimiothérapie, j'ai consulté une hypnotiseuse. Enfin, j'ai fait de l'hypnotiseuse à mes frais avant chaque cure pour faire diminuer mon angoisse. Et j'avais trouvé seule cette praticienne, pareil, hein, dans le groupe de parole, quelqu'un avait eu recours à elle, donc je suis allée la voir en me disant si ça a marché sur machine, ça pourrait marcher sur moi. Et je dois dire que ça a été assez efficace et que j'étais assez... Enfin, c'était des techniques qui me paraissaient un peu de l'ordre du maraboutisme, quoi. Alors que ça n'est pas du tout ça. Hein. Et donc, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'y allais avant les cures et après les cures, et ça m'apaisait vraiment et ça me soulageait. Ça me permettait de mieux dormir, de mieux me nourrir. Enfin, ça m'a, me semble-t-il, permis beaucoup de choses. Et puis, j'allais toujours voir ma psy de ville. Durant alors, j'avais suspendu le groupe de parole parce que même si ce groupe de parole il est dans Paris, c'est pas si petit que ça. Paris, il faut aller d'un point à un autre. Des fois, c'est 10 kilomètres. C'est des transports en commun et quand on est fatigué, c'est pas tellement possible. Donc, j'ai suspendu le groupe de parole parce que j'avais juste pas l'énergie pour prendre le métro et pour y aller. J'ai essayé de m'économiser pour récupérer et puis j'ai récupéré. Et durant ma convalescence, je suis allée voir une ostéopathe. Qui était mon ostéopathe. Hein, j'allais consulter quand j'avais mal là, il y a longtemps, une ostéopathe, et je suis retournée la voir là. Pareil, hein, des séances qui m'ont coûté puisque la caisse primaire d'assurance maladie ne les a pas pris en charge et que ma mutuelle ne prend que 2 séances par an d'ostéopathie. Alors j'ai un peu triché, j'ai pris les 2 séances de ma fille, enfin bon, comme tout le monde fait, hein, voilà. Enfin 4 séances, c'est pas énorme. Et alors la personne qui m'a fait de l'hypnose ne m'a pas fait payer ses soins puisqu'elle estimait que les cancéreuses qui venaient ou les cancéreux qui venaient dans son cabinet faire de l'hypnose en avaient vraiment besoin. Elle faisait payer un peu plus cher les gens
dont elle estimait que s'ils avaient juste un petit peu moins travaillé, un peu plus fait de sport, ils n'avaient pas besoin de l'avoir. Donc je trouvais ça assez sympathique. Mais enfin, c'est quand même pas une raison. Voilà. Donc ostéopathie, voilà, que j'ai trouvé moi-même. Je suis aussi allée consulter un magnétiseur. Alors là, c'est carrément too much, recommandé par mon ostéopathe, parce qu'il se trouve que durant ma chimiothérapie, j'ai fait une chute et que je me suis fracturé les os de la face très légèrement, mais que j'ai une névralgie consécutive à cette chute. Encore aujourd'hui, je l'ai. Et comme j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'ai tout essayé. J'ai essayé le magnétiseur aussi. Alors il se trouve que quand je lui ai dit bonjour monsieur, je viens vous voir parce que j'ai un cancer, il m'a tout de suite arrêté pour me dire qu'il ne me guérirait pas de mon cancer, ce que j'ai trouvé tout à fait bien de sa part. Enfin, il n'était pas du tout question moi que j'y aille pour guérir de mon cancer. C'était pas du tout ça l'esprit. C'était juste pour qu'il me soulage. Bon, ça a fait effet, je crois, en sortant. Puis après, ça n'a pas fait effet. Et ça m'a coûté 50 €. Alors, cet hypnotiseur, il intervient auprès des enfants malades à l'Institut Gustave Roussy. Je l'ai appris après, donc je sais pas comment il fait, mais enfin voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tous les cas, au cours de ce long parcours, puis qu'il n'est pas fini, puisque j'ai un cancer métastasique et qui est réputé récidiviste. Alors ça se dit pas, mais moi je le dis parce que c'est quand même la grosse punition. Il m'a été jamais proposé de soins de support, ni par mon médecin de ville d'ailleurs. Je les ai trouvés seuls, avec l'aide des copines passées par là, des copains, aussi bien pour trouver une pommade pour soulager les brûlures de la radiothérapie. Alors je sais que y a des coupeurs de feu qui interviennent maintenant dans des hôpitaux. Je sais pas si c'est le cas ici, mais à Gustave Roussy, il y en a qui interviennent tout à fait officiellement. Alors même si on ne sait pas trop comment ça marche, si ça soulage le patient, c'est pas plus mal. Voilà. J'ai seulement demandé une fois à mon oncologue, parce que je voyais ma reprise de poids dégénérer, et donc j'ai demandé à mon oncologue si je pouvais voir un diététicien à l'Institut Curie. J'en ai vu une au bout de 3 semaines d'attente, et j'ai eu une seule visite et pas de suivi, donc j'estimais que c'était peut-être pas tout à fait nécessaire d'y retourner. Je me suis débrouillée avec Weight Watcher. Voilà, comme ça, c'était simple. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je suis bien en vie. Ma surveillance est passée de trimestrielle à semestrielle. Elle est annuelle depuis 1 an, ce qui dessert quand même les taux. Je fréquente toujours ma psy, je fréquente toujours le groupe de parole et je pratique une activité physique adaptée. Alors à Paris, il y a la chance d'avoir une association qui s'appelle la CAMI. Je ne sais pas si elle existe ici. Voilà. Où il y a des éducateurs spécialisés qui nous font faire une pratique sportive spécialisée qui s'appelle le médiété. Je vous le fais court, c'est à la fois du pilate et du yoga, mais qui nous aide vraiment, voilà. Et je sais que les éducateurs de la CAMI interviennent notamment à l'hôpital Saint-Louis dans les services de comment on appelle ça, leucémique, voilà, sur des patients alités, voilà. Je sais plus le terme. Voilà, en hématologie, pardon, ils vont faire de la pratique sportive adaptée à des patients alités. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Et moi, je fais attention aussi à mon hygiène de vie. Je ne fume plus ou que très rarement. Et j'ai un hygiène de vie parce que j'ai compris que c'était mettre le plus de chance avec moi pour le récidiver le moins possible et dans le plus longtemps possible. Donc l'activité physique adaptée fait vraiment partie des soins de support et m'a aussi aidé dans mon rétablissement. C'est-à-dire que à la fin des soins, une fois que j'ai été plus en forme, etc., j'ai un petit peu sombré dans la dépression. Oulala, je suis toute seule, qu'est-ce qui m'arrive, je suis plus soignée, on s'occupe plus de moi, j'ai plus de proches à côté de moi. Enfin, c'est pas si simple que ça de sortir du cancer. Le rétablissement est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le parcours de soins. Et la pratique sportive m'a rudement aidée à me refaire une santé, si je puis dire. C'est un peu ridicule, mais c'est ça. Et voilà. Donc je vous parlerai après de l'ambulatoire, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais pour moi, les soins de support ne sont pas un gadget, même s'ils paraissent farfelus ou pas rationnels, ou s'ils sont pas documentés scientifiquement, ou s'ils sont même récusés des fois par l'institution officielle, tant qu'ils ne se substituent pas aux soins médicaux purs et durs, et ils soulagent, ils sont les bienvenus, ils nous aident à mieux vivre tout ça, qui relève quand même de parcours difficiles, vraiment difficiles. Il ne devrait pas être un luxe.
Pourtant, ils ne sont pas pris en charge correctement, hein, ni par la CPAM, ni par les mutuelles. Ils coûtent très cher, ils sont mal remboursés. Ils sont pour partie inconnus de la caisse primaire d'assurance maladie. Beaucoup d'entre eux sont toutefois prodigués dans des associations. Il ne faut pas vous exonérer de chercher les associations. Je pense que votre ERI, qui est très efficace, peut vraiment vous y aider. Les associations dans lesquelles on peut aller pratiquer du sport, ou dans lesquelles on peut avoir recours à la sophrologie, à tous les soins de support qui existent, et ils sont nombreux. Voilà. Je pense qu'ils sont une aide pour vivre vraiment moins mal, à défaut de le vivre bien, hein, moins mal, ce qui est déjà pas mal, son périple. Ce sont des soins au même titre que les soins médicaux. Ils ne se substituent pas aux soins médicaux. Ils aident à les supporter. Parce qu'ils sont souvent lourds, incommodants, dérangeants, aux effets secondaires difficiles. Ils demandent aussi de notre part patient de faire confiance au thérapeute et de savoir accepter la confiance du thérapeute. Moi, j'ai eu confiance, sans savoir ce que c'était, dans le magnétiseur, dans la fasciathérapeute que j'ai rencontrée. Je savais même pas que ça existait, la fasciathérapie. Voilà. Et j'ai eu confiance parce qu'aussi, ça avait été éprouvé par d'autres personnes. Donc, l'expérience d'autres patients m'avait aidé à acquérir cette confiance. Puis, il faut savoir les trouver. C'est pas si simple, hein. Trouver ceux qui nous correspondent le mieux, parce que je pense qu'il y a tout un tas, dans la palette des soins de support, il y a tout un tas de soins de support qui ne correspondent pas à chacun d'entre nous. Voilà. Alors, même si l'hôpital en propose, il faut peut-être pas s'exonérer de questionner les réseaux de malades, les copines malades, les patientes expertes, qui sont vraiment un vrai recours, au moins pour ça. Voilà. J'ai cherché aussi, en réfléchissant à mon propos aujourd'hui, à combien de séjours j'avais effectué dans différents hôpitaux à Paris, en province, pour être soignée, hein, pas pour venir en stage. Voilà. Donc, depuis 12 ans, j'ai fait une quinzaine de séjours à l'hôpital, ce qui est peu par rapport à certains parcours. Mais ça a été au moins balisé par 15 retours chez moi, à la maison. Alors, je voulais parler un peu du retour à la maison et de ce qu'on pourrait y mettre, ce qu'on pourrait y faire à l'hôpital avant dans la sortie, dans le petit paquet sortie de l'hôpital, de ce qu'on pourrait y mettre, qui pourrait être considéré comme des soins de support et pour nous y aider. Parce que si l'hôpital, il est pas tellement agréable, mais il est rassurant quand même. C'est dans cet endroit où on est soigné, où on peut appeler à chaque instant un soignant si on est dans une panique quelconque. Alors on trouve qu'ils arrivent jamais assez vite, mais si on est bien raisonnable, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, enfin on n'y est pas seul, on y est avec de nombreux malades, et donc on appartient à une communauté qui est une communauté de malades. Et même si on ne discute pas avec le malade de la chambre d'à côté ou du lit d'à côté, on est quand même dans une communauté de malades, et ça c'est très important. Et à la maison, on se retrouve seul, même si on est aidé. Alors, je rappelle que quand même, c'est 4 millions de personnes qui aident les personnes atteintes de cancer dans ce pays. Et même si nos aidants, ils font au mieux, comme ils le peuvent, mais ils ne sont pas toujours formés, ils ne connaissent pas de façon innée les bons gestes à nous prodiguer. Et ils sont bien sûr aimants et bienveillants, mais enfin, l'aide qu'ils nous apportent est souvent fatigante pour eux. Et peut-être que si on les prenait en compte avant la sortie, si quelqu'un pouvait leur donner 2-3 conseils pour nous aider, ça serait pas mal. Ça fait aussi partie des soins de support, d'être entouré, d'être aimé, d'être soutenu, d'être aidé. Alors c'est pas donné à tout le monde, mais quand c'est donné, il faut vraiment en profiter, me semble-t-il. Alors face à mon désarroi aussi, j'ai eu beaucoup recours aux informations sur Internet. Alors je suis commencé à aller voir les informations sur l'adénomyosarcome. Comme ils mouraient tous, j'ai arrêté d'y aller. Je me suis dit que non, pas moi. Voilà, c'était des forums. Alors voilà, moi je me méfie beaucoup de ça aussi. Mais enfin, j'ai trouvé de l'information sur ma maladie, sur les soins de support, etc. Mais j'aurais pu. Alors je suis allée voir parce que c'était un petit peu mon métier de chercher, de trouver les bonnes sources d'information. Donc, je suis allée voir des sites de la Ligue contre le cancer, de l'INCA, des sites un peu sérieux, mais j'aurais pu tomber sur n'importe quel site mensonger avec des fake news, des fausses informations et des choses extrêmement violentes pour qui les trouve. Donc, j'ai vu ça dans le parcours sain. Je l'ai vu ça. Les infirmières, elles donnaient aux personnes qui le demandaient une liste de sites qui avaient été validés par Backless. Et je trouve ça super aussi parce que mine de rien, l'internet, on y va tous. On va tous chercher le petit truc, voilà, et on ne sait pas sur quoi on tombe. Donc, être guidé, c'est aussi important, je pense. Voilà.
Faire un inventaire aussi, permettre faire un inventaire de ce qui existe en soins de support près de chez soi, c'est pas mal. Alors le RI ici, il est vachement bien, il le propose et quand j'y suis allée, moi, donc l'espace de rencontre et d'information qui est à l'entrée de Baclès, puis il est à l'entrée, il est visible, hein, parce que par exemple l'Institut Curie, faut que je traverse la rue pour y aller, c'est tout con, mais c'est pas si, voilà. On vient en consultation, mais il y a plus d'espace de rencontre et d'information. Et ils sont très utiles, ils sont bien faits. Il y a plein d'informations, plein de documentation. C'est vraiment un point où, pour les soins de support à la maison, on peut vraiment trouver de l'aide. Voilà. Et à titre, là, c'est tout à fait à titre personnel, je trouve que tout irait quand même beaucoup mieux si la liaison entre l'hôpital et la ville, elle se faisait un peu mieux que par un courrier ou un coup de fil. Mais ça, c'est un autre débat, je pense. Voilà. À la maison, les gens qui nous sont très utiles aussi, c'est les infirmiers libéraux, les médecins généralistes, mais ils sont souvent pas assez disponibles pour passer un peu de temps avec nous. Enfin, il y a quelque chose là aussi, à mon avis, à creuser parce qu'on est seul, désemparé, on a peur. Enfin, moi, j'ai vécu ça, hein, donc voilà. Et il faudrait, je sais pas, mettre en place quelque chose pour qu'on soit moins seul, moins isolé. Alors moi, j'avais des proches, hein, j'ai jamais été seule. Physiquement seule chez moi, c'est pas vrai, mais non, néanmoins, je pouvais pas tout dire à ma fille qui avait 10 ans, 15 ans, 16 ans. Je pouvais pas tout dire à son père qui était mon compagnon. Enfin, c'est voilà. Par contre, un tiers, j'aurais bien dit plus de choses à certains moments. Et c'était pas forcément ma psy. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à fouiller, à trouver entre l'hôpital et la ville pour que quelque chose s'articule chez nous. Alors, moi, j'avais des revenus suffisants, hein, pour être aidée à la maison aussi, hein, pour avoir une aide ménagère, une femme de ménage, etc. Mais par contre, on ne m'a jamais demandé tout au long de mon parcours si j'avais besoin, si j'avais des revenus suffisants pour pouvoir avoir recours à ça. Donc, on m'a jamais demandé rien. Donc, il se trouve que j'en ai pas besoin, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Beaucoup de patients n'ont pas les moyens d'avoir une femme de ménage ou d'être aidés. Et il y a des aides qui existent encore, faut-il le savoir. Voilà. Donc, au terme de ces 11 années de soins, j'ai trouvé qu'il y avait plein de dysfonctionnements, plein de choses qui pourraient aller mieux. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée dans l'expertise, dans le patient expert. Donc, j'ai fait une formation l'an dernier. Je possède un diplôme universitaire qui valide mon expérience et mon expertise, qui était délivré par l'Université de médecine Pierre et Marie Curie à Paris, l'Université de la Sorbonne. Donc, j'ai suivi cette formation et j'ai fait un stage ici. J'ai suivi les infirmières du parcours sain pendant longtemps. 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Un stage qui a été très... Enfin, j'ai envié en sortant, je me suis dit, oh zut, j'ai eu ce parcours-là. J'aurais été quand même rudement aidée et ça m'aurait vraiment, ça balise vraiment un parcours, parce que le parcours, on le voit bien quand on en sort, en fait, on se retourne, on se dit ah ouais, j'ai fait tout ça, mais quand on y entre, ça paraît une montagne, hein, c'est une montagne, mais finalement on la gravit tous, hein. Donc ce parcours et ces temps où on se pose avec des infirmières, où elles vous écoutent, où elles entendent, parce que c'est pas tout d'écouter, faut entendre, elles entendent les besoins, elles vont les chercher aussi, hein, elles posent des questions bien ciblées pour savoir si ce besoin existe. Bien, je les ai vues les orienter quand même systématiquement vers le service, qui est en plus rudement joli ici, hein, je voulais dire, parce que l'hôpital c'est moche de façon générale quand même, hein, c'est moche et triste, mais enfin là-haut, c'est au 4e, hein, je crois. Au 4e étage du service soins de support, c'est joyeux, hein. Donc, faut en profiter, hein. Parce que je sais pas si c'est comme ça dans beaucoup d'hôpitaux, mais enfin ici, j'ai envié. Ça pouvait être d'ailleurs dans toutes les chambres comme ça. Ça, c'est bon. Voilà. Donc après, à quoi sert un patient expert? Ben, il sert à ça, à venir témoigner de son expérience. C'est pas un psychologue, c'est pas un soignant, c'est rien de tout ça, hein. Moi, j'ai aucun avis sur les diagnostics, sur les soins. Je pense que j'ai reçu les bons soins, que les praticiens qui m'ont soigné m'ont bien soigné, voilà. Mais je pense que la voix du patient, elle doit se faire entendre gentiment, posément. Ça me permet aussi de comprendre comment fonctionne un hôpital, puisque je suis insérée dans le travail avec l'Institut Curie, avec d'autres hôpitaux à Paris, et que je peux voir aussi les difficultés
que ne voit pas un patient, les difficultés auxquelles se heurte un soignant, qu'il soit infirmier, aide-soignante ou médecin. Et c'est important aussi de voir ce côté des choses. Et puis, je porte la voix des patients, alors de pas tous les patients, de la patiente que je suis, mais qui a su dégager de son expérience une expertise. Voilà, ça me paraissait important, en tous les cas, de me positionner dans cette posture-là. Bien évidemment, c'est du bénévolat, c'est encore du bénévolat. Enfin, on va militer aussi pour que ça ne le soit pas encore longtemps. Voilà. Mais moi, ça me paraissait important que les patients puissent avoir leur place ailleurs que sur des lits à l'hôpital et être entendus et être écoutés. Voilà. Et pour conclure, alors je voudrais rappeler juste 3 petites choses. C'est que un malade, il peut être faible, stressé, anxieux, submergé par ce qui lui arrive. Bien sûr, il est vulnérable, mais il reste malgré tout une personne responsable. Je ne parle pas des gens qui sont dans le coma, là. Je parle d'un patient responsable. Par exemple, on ne lui enlève pas son droit de vote, ni ses enfants. Donc, il est capable, vraiment capable d'entendre et d'être responsabilisé sur sa maladie. Un patient est un sujet actif, contrairement à ce qu'il croit parfois lui-même et ce que je croyais moi. Je me suis rendu compte que pendant ce parcours et pendant mes soins, j'étais active. C'est-à-dire que je prenais part vraiment à mon soin, à mon parcours de soins. Alors, c'est des petites choses. C'est la chimiothérapie, je vais être fatiguée, parce que il n'y a aucune raison que je le sois pas, on me l'a dit. Je vais être fatiguée et il faut que je mange bien. Avant d'entrer en chimiothérapie, je me suis fait des petits plats, des petites doses, des petits plats sympas que j'aimais bien manger, que j'ai congelés. Et comme ça, au fur et à mesure de ma chimio, je décongelais les plats que je m'étais fait. Donc j'arrivais, ça paraît ridicule, ça paraît bête, mais ça m'a vachement aidé à mieux supporter la chimio quand je pouvais manger, parce qu'il y a la mucite, enfin je vous raconte pas la mucite, tout ça, font que j'ai pu moins bien manger au fur et à mesure, mais quand même. Je suis arrivée à mettre en place plein de petites choses et bricoles, mais qui demandent beaucoup d'énergie quand on est malade et quand on est anxieux et quand on est en chimiothérapie, mais j'ai su le faire et ça m'a été très utile. Et puis, la maladie ne rend pas idiot, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce qu'on vous parle des fois comme à quelqu'un devenu subitement idiot. Alors, je pense que si on l'est, on le reste. Mais qu'en tous les cas, la maladie, elle ne rend pas idiot, mais ni intelligent non plus. Voilà. Et bien que responsable, actif et intelligent, le malade, il a besoin de soutien. Alors même si c'est pas l'aide au sens où vous l'avez dit tout à l'heure, Sandrine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation à avoir, mais il a besoin de soutien et les soins de support aident ça et peuvent lui vraiment offrir une meilleure qualité de vie durant sa maladie avec tout ce que cela entraîne de bénéfique pour le patient et pour le soignant. Je vous remercie.